Shalom Ouracha. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier la paracha de Vayakel. Et on va voir comment la paracha de Vayakel, qui tombe souvent avant le début de Ben Azmanim de Pessah, elle est intimement liée aux vacances qui arrivent, Be'ezrat Hashem, à grands pas. Alors, Be'ezrat Hashem, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les quelques psukim qui parlent du Aaron Abrit. Regardez avec moi, Be'ezrat Hashem, Perek Lamed Zayin. Perek Lamed Zayin, Pasuk Aleph. Vayas Betzalel et Aaron Atze Shittim. Amatayim vachetzi orko, vama vachetzi rochbo, vama vachetzi komato. Et donc Betzalel a construit l'arche en bois de Shittim, deux coudées et demie de long, une coudée et demie de haut, et une coudée et demie de large. Il a recouvert le Aaron, donc l'arche de Hatze Shittim, il l'a recouvert en or, de l'intérieur et de l'extérieur. Vayaslo zer zaav saviv, et ensuite il lui a fait une certaine couronne, donc au-dessus, donc après qu'on a fait un contreplaqué or extérieur et à l'intérieur, on a fait une certaine on va dire un ruban d'or ciselé au-dessus du Aaron, au-dessus de l'arche. Ça c'est l'Aaron, Aaron Abrit. Comment on appelle Aaron Abrit? Non, on appelle ça l'arche en français. L'arche sainte, hein? L'arche de l'alliance. Pas le tabernacle. Non, le tabernacle c'est le temple. Alors, l'arche de l'alliance. D'accord? Alors, Be'ezrat Hashem, avant qu'on commence à étudier le Midrash, parce que vous savez bien que tous les secrets de la Torah se trouvent dans le Midrash, alors, j'aimerais vous poser une question. Ce Aaron Abrit, donc l'arche sainte, l'arche de l'alliance, en quoi elle est construite? En quoi elle est construite? Une couche d'or, une couche de Hatze Shittim, une couche de... Alors, une couche d'or, une couche de Hatze Shittim et une couche d'or. Alors, en quoi elle est construite? En or et en Hatze Shittim. On est tous d'accord? Oui. En or et en Hatze Shittim. Grave erreur. Grave erreur. Elle est construite en or. Elle n'est pas construite en or. Elle est construite en bois. Regardez comment c'est marqué dans les psukim. Vayas Betzalel et Aaron Hatze Shittim. Betzalel, il a fait l'arche en bois de Shittim. Dans le premier pasuk, la Betzalel pasuk Aleph, l'arche elle est faite en quoi? En bois. Ensuite, pasuk Bet, Vaïtzapeu Zahator, il a recouvert en or. C'est donc quoi? C'est une couverture. Alors c'est quoi le matériel avec lequel on a construit l'arche? C'est du bois. C'est du bois recouvert d'or. Et non pas... De l'or recouvert de bois. Et non, de l'or recouvert de bois, non. Et non pas de l'or avec, on va dire, une bitna, non, pardon. Une bitna, un milouille, Un fourrage. un fourrage. C'est pas de l'or fourré bois. Je sais même pas si ça existe. Hein, d'accord? C'est comme quand tu rentres dans un oreiller. Quand tu rentres dans un oreiller, tu rentres dans comment ça s'appelle les plumes dans un oreiller. Comment on appelle ça? Rentrer les plumes dans l'oreiller. Hein? Fourrage. Alors fourrage, d'accord? On va fourrer les plumes dans l'oreiller. Remplissage, d'accord? Ouais. C'est pas de l'or rempli de bois, c'est du bois plaqué or. Ça comprend la différence? C'est pas de l'or rempli de bois, c'est du bois plaqué or. On est d'accord ou pas? Bah ouais. C'est ce qui est marqué dans les psukim. Ouais, mais je suis sûr que c'est pas ça. Hein? C'est ce qui est marqué. Ve'asu et Aaron Hatze Shittim. Un point. Vous allez faire l'arche en bois de Shittim. Alors, pourquoi tu as une difficulté à accepter cette explication? Parce qu'on va pas faire l'arche en bois. C'est quoi une arche en bois? On fait une arche en En or. or. Il faut que ce soit comme ça, brillant. C'est quoi une arche en bois? Hein, et en plus, si déjà une arche en bois, quel bois on va prendre? De cajou. De l'acajou. J'ai dit de cajou.
Hein? L'acajou, c'est pas de bois de cajou. Acajou. Hein? On est d'accord? Ah, il faut que tu prennes avec toi un petit truc avec tous les mots comme ça pour. Hein? Bon, comment ça s'appelle? Du chêne. Ah, bon, c'est pas vrai. Non. Alors, bon, il y a plein de beaux bois, d'accord? Il y a le chêne, il y a l'acajou, il y a comme ça s'appelle. Hein? On dit que le Shitim c'est un Etzrachou. Alors non, d'accord, on est d'accord. Le Etz Shitim, c'est un Etz Rachou. Je suis d'accord. Parce qu'on a fait l'arche avec Une ça. seconde, mais ce que je veux dire, c'est que la question que je me pose, c'est quoi la question que je me pose maintenant? Pourquoi quoi? Pourquoi du bois, on est d'accord? Et encore? Pourquoi ce bois-là? Fais-moi du cèdre. Ah ouais. Fais-moi du cèdre. Cèdre du Liban. Fais-moi du chêne. Après, dans le désert. Hein? Alors pourquoi tu prends, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Etz Shita? Il faut que ce soit solide, tu vois. D'accord, du cèdre, c'est solide. Le chêne, c'est solide. Ouais, mais c'est lourd le chêne à porter. Et alors? Et Et le Shita, c'est léger à porter? Hein? Et le Shita, il est léger à porter? Tu sais pas, tu connais pas. Alors, hein? Je confirme aujourd'hui. Je t'ai mis à la mauvaise place. Mais on est d'accord? Hein? Donc on a une grosse question. Pourquoi l'arche est-elle en bois? Et pourquoi en bois de Shittim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce bois de Shittim? Le bois de Shittim, c'est le bois de Shittim. Ça existe pas en français? Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est une ville, Chittim. Shita. C'est quoi? Hein? C'est une région Chittim, je crois. C'est pour ça. Non. Shittim, ça vient du mot Shita. Etza Shita. Ouais, avec la tête. Shin Yu Tet Hei. Etza Shita. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si je connais pas le nom. Acacier? L'acacia. Ah, bah, c'est un arbre fruitier. Non. Ça fait des fleurs, non? Ça fait des fleurs, mais tous les arbres ils font des fleurs. Alors, bon, ouais. Bon, maintenant on continue. Hein, fais voir comment il est. Voilà. C'est ça l'acacia? Ah, c'est beau, c'est le truc dans le désert, genre. Voilà, c'est dans le désert. Faites passer la photo. Attends, fais-moi passer le truc. C'est la savane. C'est là, c'est exactement, c'est l'arbre dans la savane qui fait quoi? Qui fait de l'ombre. Alors on va dans une seconde. Alors on va voir pour que tout le monde regardez, c'est ça l'acacia. Vous avez vu? Voilà, c'est ça l'acacia. Mais il n'y a personne là. Bon, alors qu'on a vu l'acacia, C'est ça, c'est l'acacia. Non, là-bas c'est un cèdre. L'emblème de Golani c'est le cèdre. Alors, on y va? C'est clair? Bon, là, c'est déjà un chidouche, ça, vous n'avez pas vu la dernière fois. Alors maintenant, alors, pourquoi cet arbre de l'acacia? Non, on a compris maintenant, l'acacia. Pourquoi l'arbre de l'acacia? Alors, évidemment, quand on a une question pareille, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On court et on ouvre le Midrash pour qu'il nous éclaire les psukim. Alors, le Midrash, comme d'habitude, à la première lecture, il ne va pas nous éclairer, mais au contraire, il va nous embrouiller encore. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Vayaz Betzalel a construit donc le Aaron Atzei Shittim. Adaod dit qui a élé Aruka Lach. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je vais te donner le remède. En midotav shel Akadosh Baruch Hu ki midat basar vatan. Akadosh Baruch Hu, il se comporte pas comme un être humain. Alors l'homme, comment il fait? Il frappe avec un couteau, d'accord, avec une hache, et après il amène le remède avec un plaster, un pansement. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu bema shu makeh ou merapeh. La chose avec laquelle il donne le coup, avec cette chose même là, il donne le remède. Chez Nehemar. Alors un exemple. Vayavo Marata. Ils sont venus à un endroit qui s'appelait Mara. Velo yachlou lashtot maim Mara. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Pourquoi? Lama. Qui m'arrive, parce que l'eau elle était amère. Amar Rabbi Levi.
Ador aya bar b'maasav. Bon. Vayitzak el Hashem Hashem etz. Alors Dieu dit à Moshe, voilà, prends du bois. Uma aya. Alors de quel bois il s'agit? Yesh omrim zait, veyesh omrim arava, veyesh omrim ardufni aya. Veyesh omrim ikare teni, vikare rimonim aya. Alors, on l'a dit, il s'agit de quoi? Il s'agit du hou, le hou, ou bien il s'agit des racines, comme ça s'appelle, du châtaignier, ou bien du bois de l'olivier. Dans tous les cas, il s'agit de quel type de bois? Des bois qui sont amers, ou bien les racines. Vous savez que les racines sont amères. Untalo. Donc il a pris un bois en fait qui est lui-même amer. Veishlicho lamaim. Et il a jeté dans l'eau qui était amère. Miyad. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vaim tekoa. L'eau est devenue douce. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si c'est très amer, qu'est-ce que tu fais encore? Tu ajoutes encore un peu plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient doux. Eve, c'est ce qui est marqué. Umamekotecha erpaeka. Donc avec le coup, je te donne le remède. Bon, d'abord, quelle est l'idée? Comment vous comprenez ça? Pourquoi ça marche comme ça? Aller contre la Théva. C'est pour aller contre la nature. Montrer que c'est un miracle. Pour montrer que c'est un miracle. Quel miracle. Et quel est le sens pour nous? Moi, tu dis en fait, c'est quoi? C'est pour crever les yeux que c'est un miracle? C'est pas ce que le Midrash il nous dit. Le Midrash dit, c'est extraordinaire que Akadosh Baruch Hu, il donne le remède avec le problème. Ah ouais, c'est comme ça. Alors, chacun a la solution. C'est-à-dire que tu peux utiliser la chose même dans le bien. Pour me dire qu'on peut acheter un avion. Ouais, regarde. Dans notre vie, dans notre manière de voir le monde, comment on voit le monde, nous? De façon, Alors, soit c'est mauvais, soit c'est bon. voilà, dichotomique. Hein, c'est ou bon, ou c'est, tu as vu, hein, notre dichotomique. Alors, c'est quoi dichotomique? C'est, en fait, C'est un cours de psychologie. c'est ou bien, ou mauvais, ou, Une dichotomie. non, ou bien, ou mauvais. D'accord? Donc, il y a le bien et il y a le mal. Le noir et le blanc. Hein? La mer et le doux. Les mauvais et les gentils. Hein? Bon. Les noirs et les blancs. Ah non. On a déjà dit le noir et le blanc. Alors, on est d'accord? Donc en fait, maintenant, donc il n'y a pas, dans notre vision du monde, t'as compris? Donc le mal il est mal. Le noir c'est noir, c'est pas blanc. Et le mal il est mauvais. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il détruit cette vision. Il dit mets du noir dans du noir, ça fait. Mais du noir dans du noir, il fait blanc. Ajoute de la mer, comme ça s'appelle, du goût amer à un endroit amer, ça devient doux. Ah, qu'est-ce qui te montre là? Mais il faut trouver le sucré dans le ciment. Il faut trouver le sucré dans le salé. Très bien. Tu peux tout orienter vers le bien. On peut tout orienter vers bien. D'accord. En fait, on nous dit très bien, que notre vision du monde, elle est en effet, comme on l'a dit, dichotomique. Mais la vérité, c'est que devant Akadosh Baruch Hu, le monde, il n'est pas dichotomique. Il n'y a pas le bien et le mal. Bah, en fait, c'est parce que Pour Akadosh Baruch Hu, tout est la même chose. Ouais. Il n'y a pas de différence pour lui entre la mer et pas la mer. Et donc, il nous montre en fait que le mal et le bien, ce sont des choses subjectif. subjectives, et c'est même pas subjective. On va dire que c'est un leurre. C'est un leurre. C'est-à-dire que dans notre vision humaine, on voit, il y a du mal, il y a du bien. Mais en fait, c'est quoi? C'est comme quelqu'un dans le désert, qu'est-ce qu'il voit? Non, pas un oasis. Un mirage. Hein? C'est quoi en fait? En fait, c'est une illusion. Et on a l'illusion que le monde il est séparé entre les mauvais et les gentils, entre les gens qui vont faire avancer le monde et les gens qui vont le faire reculer. Mais la vérité que quoi? Que tout le monde, que toute la création va toujours dans le même sens. Et le bien et le mal vont coexister et cohabiter pour faire progresser le monde. Et Akadosh Baruch Hu va se servir du bien comme du mal à nos yeux pour faire progresser le monde. Mais à ses yeux, lui, Tout est bien. il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Et c'est exactement ça le message de prendre quelque chose qui nous a l'air mauvais et de l'ajouter. Et en fait, il nous montre en fait que quoi? Qu'il n'y a pas de mauvais de façon, on va dire, intrinsèque. C'est pas quelque chose, c'est pas que quelque chose, il est foncièrement mauvais. C'est toujours mauvais dans notre vision notre vision des choses. Mais dans la réalité absolue, la réalité divine, il n'y a pas de mauvais de par lui-même, il n'y a pas de mauvais foncièrement. On est clair? Surtout que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, alors, très bien. Alors, une fois qu'on a vu ça, Ah, c'est au niveau de quoi ça? C'est-à-dire au niveau des goûts, c'est-à-dire au niveau des couleurs. c'est pas un qu'au niveau des goûts et des couleurs, par exemple. Nous, par exemple, on va voir quelque chose de très triste qui arrive dans le monde. D'accord? Quelque chose de très triste qui arrive dans le monde. Par exemple, il y a quelqu'un, Laura Leno, qui a perdu un proche. Alors, pour nous, dans notre vision du monde, c'est quoi ça? C'est mal. Hein? C'est mal. Bon. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Quel est le sens? Quel est le but? Quelle est l'idée de ce départ? Alors, d'abord, lorsque tout simplement, la personne qui est partie, si elle nous regardait d'en haut, elle rigolerait. Elle disait, vous êtes en train de pleurer, moi je suis en train de me faire un kiff. Hein? Et en plus, Ça dépend, ouais. vous pensez que c'était négatif pour vous ce départ, mais ce départ, il est tout à fait positif, parce que grâce à ça, maintenant, ça va permettre à d'autres personnes de se développer, etc. etc. Bon. Mais il y a un calcul que nous, on ne connaît pas. Nous, on voit, la mort, c'est La mort. mauvais. Donc, vous savez comment c'est marqué dans le Midrash? Veine tov meod, qui est marqué dans Bereshit. C'est quoi Veine tov meod? Le Midrash, il dit Amavet, la mort. Le top, super bien, super plus bien, c'est quoi? La mort. C'est-à-dire quoi? Dans quelle vision? La vision du haut. Dans la vision divine, la mort, comme la vie, ce sont des événements tout à fait positifs qui vont faire avancer le monde dans la direction dans laquelle il doit avancer. Bon. Alors ça, c'est l'idée générale de ce que nous dit Midrash. Alors maintenant, on va voir quel rapport avec notre bois. Alors regardez Midrash. Afkar, donc l'avant-dernière ligne du Midrash au milieu de la ligne. Afkar, vous avez Afkar? L'avant-dernière ligne du Midrash, Parashanoun, Od Gimel. Afkar, Israël, Khatou Bashitim. Les enfants d'Israël, ils ont fauté dans les Shittim. Chez Nehemar, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, Perek Kafé, Vayeshev Israël, Bashitim. Venir Peu Bashitim. Et ils ont été guéris avec les Shittim. Chez Nehemar, puisque c'est marqué, Vayas Betzalel et Aaron, Atzeh Shittim. Alors, on va d'abord expliquer, on va dire, le contexte. Hein, dans Sefer Bamidbar, Parashat Balak, à la fin de la paracha, Bilham, l'impie, dit à Balak, je vais te donner un bon mauvais conseil. C'est quoi le bon mauvais conseil? Tu vas entraîner les enfants d'Israël à la débauche. Et donc, les enfants d'Israël vont rencontrer les filles de Midian et de Moab à un endroit qui s'appelle Shittim. Là-bas, ils vont se débaucher et ils vont faire la Vodazara de Baal Peor. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'histoire avec Zimri ben Salou, le Nessi Betav la Shimoni, donc le prince de la tribu de Shimon, qui va venir se débaucher avec Kozbi Batsour, la fille du roi de Midian. Et Pinchas, le fils de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, prend sa lance, et les transperce, les tue, etc. On est d'accord? Vous vous rappelez l'histoire? Bon, alors toute la débauche, elle a eu lieu où? À Shittim. Donc la débauche, elle a eu lieu à Shittim. Ça, la débauche, c'est très grave, c'est très mal, c'est mauvais. Et l'Aaron abrite, c'est un kiff, c'est bien, c'est beau, c'est propre et tout. C'est en bois de Shittim. Donc avec la même chose avec lequel la Kadosh Baruch Hu, il y a le problème. Là-bas, la solution. Vous avez compris? Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Donc, a priori, quelle question pouvez-vous poser sur le Midrash? Il y a un petit problème chronologique. On est d'accord? Puisque qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi un problème chronologique? Alors, cette histoire-là du Aaron Abrit, c'est quand?
C'est en quelle année Une délégation, c'était pour le premier de la deuxième année. Donc, deuxième année de la sortie L'Égypte, d'Égypte. L'histoire des Shittim, des Bnot Midian et Bnot Moab, c'est quand? la dernière. C'est la dernière année. Donc, il y a tout simplement 38 années de différence. Oui, mais c'est comme. Est-ce que le remède, il arrive avant la solution. Alors, le remède, il arrive avant la solution, 38 ans avant. C'est comme Gitin qui est avant. Mais c'est quoi la solution? J'ai pas compris. C'est quoi le remède et c'est quoi la solution et c'est quoi le problème, Mechlal? Bon, en fait, on est d'accord. Il y a deux problèmes à comprendre le Midrash. Première question, a priori, si on comprend ça, on va dire comme une expiation, alors on comprend pas parce qu'il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas besoin d'expier. Mais, et si on comprend pas ça comme une expiation, on comprend pas c'est quoi le problème. Quel rapport entre la faute qui va se passer dans 38 ans, au Shittim, et le bois du Haron qui est fait en Hatzé Shittim? Quel rapport? Le Club Med. Bon, c'est clair, il y a un problème. Alors, pour comprendre ça, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qu'on va faire? Depuis la fin. Qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre ça? Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un autre Midrash. Mais quel autre Midrash? Le Midrash dans Bamidbar. Oh là là. Regardez le Midrash dans Bamidbar. Parasha Kaf, Dibur Amatrel, Kaf Bet. Vayeshev Israël, Bashitim. Nous dit le Midrash. Vechol otan arbaim shana, lo sarho bamidbar. Sache-le, que pendant 40 ans où les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils n'ont pas fait de faute. Ad shebaou la Shittim, jusqu'à qu'ils soient arrivés où? Shittim. À Shittim. Les Karachtim, c'est pour ça qu'il est marqué. Vayeshev Israël Bashitim. Vayachel ha'am liznot. Les enfants d'Israël se sont arrêtés à Shittim et ils ont commencé à se débaucher. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à se débaucher. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'étaient pas débauchés. Shittim. Alors c'est quoi le mot Shittim? Sheasu shtut. Ils ont fait des bêtises. Noefisha chasarle, puisque la débauche, c'est une grande bêtise. Vayachel ha'am liznot. Et le peuple a commencé donc à se débaucher. Yesh Marianot, chez Megadlim Giborim. Il y a des sources d'eau qui font grandir là-bas des hommes vaillants. Veyesh Khalashim. Mais il y a des sources d'eau qui font grandir des hommes faibles, trouillards. Veyesh Naïm. Il y a des sources d'eau qui vont faire grandir des gens qui sont beaux d'aspect. Veyesh Mechoarim. Des gens désagréables. Viesh tsnouim. Il y a des sources d'eau qui font grandir des gens tsnouim, modestes, pudiques. Viesh toufin bezima. Mais il y a des sources d'eau qui font grandir là-bas des gens débauchés. Ou Marian Shittim. Et la source d'eau qu'il y avait à Shittim, chez Znoutaya. C'est une source d'eau qui fait grandir la débauche. Vehu mashke lisdom. Et c'est la source d'eau qui approvise Sdom. Ata otse shamru, aya anashim asher baou elecha otsiem elenu venedara ota. On voit qu'à Sdom aussi il y avait de la débauche. Et Sdom c'est juste à côté de Shittim. Ulfi shenitkael oto mayan, etc., etc. Bon, alors on a compris? Les enfants d'Israël sont arrivés à Shittim, et là-bas, ils ont bu de l'eau de Shittim, et qu'est-ce qui s'est passé? Débauche. La débauche. La catastrophe. Vous avez compris le Midrash? Comment ça t'as compris le Midrash? A priori, c'est une histoire à... Il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des sources qui font grandir des grands, des forts, des beaux, etc. Bon, alors, avant de rentrer dans l'explication du Midrash lui-même par rapport à nous, d'abord, est-ce que y a-t-il une influence, en effet, sur l'eau qu'on boit et l'endroit où on habite, sur notre manière de comporter? Oui. Bien sûr, évidemment. Tu reconnais à 1000 km un Français d'un Américain. Mais je sais pas par rapport à l'autre. Ah bah si. C'est par rapport à quoi? C'est un Midrash. Le Français de l'Israélien. Le Français de l'Israélien, tu reconnais tout de suite. Par rapport à l'autre. Hein? C'est lié à quoi? C'est lié à quoi? Comportement. C'est lié à beaucoup de choses, notamment au climat. Je donne un exemple, d'accord? Tu prends le petit Zoulou qui grandit parmi les tigres et les lions. Le matin, d'accord, il a peur tous les matins de se faire attaquer par un lion ou par un serpent. Comment il est de façon les sens? Comment sont ses sens?
Le sens de l'odorat, l'odorat, l'ouïe, comme ça s'appelle. Hein? Il est toujours, hein? Toujours, Sur le qui-vive. toujours sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive, hein? Les sens sont bien aiguisés, hein? Par contre, tu prends le petit parigot, tout mollo, tout raplapla, hein? Comme figue molle, hein? Pourquoi? Non, mais c'est des. Maintenant, regardez. Y a-t-il une différence entre le parigot et le marseillais? Ah oui, il a le sang chaud et l'autre il est heureux de Non, il a le sang chaud, l'autre il a le sang froid. Hein? Les marseillais, comment ils vont? Doucement le matin, pas trop vite, le soir. Pourquoi doucement le matin, pas trop vite le soir? Le marseillais, il fait chaud, quand tu vas courir, tu vas suer. Alors que le parisien, comment il est par rapport au marseillais? Il court. Pourquoi il court? Mais ça caille. Ça lui fait froid. Donc tu cours. Hein? Alors, qu'est-ce que tu vois? Ils ont le cœur qui bat à ta ville, mais il est pas chaud là. Non, mais, oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le climat, Il a un impact sur le. le climat, il a un impact sur le comportement. L'environnement, il a un impact sur le comportement. D'accord? C'est évident. Par exemple, tu prends, encore une fois, comment on dit, le petit Zoulou, le petit Anglais, le petit Américain, le petit Français, le petit Israélien. C'est pas la même manière. Tu prends les enfants. Tu vois tout de suite qu'ils ont un comportement qui est différent. D'accord? Le petit Français, 18 ans, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Mais les études, il est stressé. Il faut qu'il commence les études. L'Israélien à 18 ans, qu'est-ce qu'il a dans la tête? L'armée. Ils n'ont pas la même chose dans la tête. Ils n'ont pas la même chose. D'accord? Maintenant, c'est pareil. C'est pareil, on va dire, c'est pareil qu'il y a quelque chose à faire. C'est une manière de voir le monde qui est différente. Hein? Le petit Français qui a 19 ans, qui n'a pas commencé les études, il est en stress pas possible. L'Israélien, tranquille. Il commence à réfléchir à compléter les bagrouillottes, à compléter le bac qu'il n'a pas terminé quand il était en terminale. Il n'est pas stressé. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont, l'environnement, la manière de se comporter, la chaleur, le froid, le chaud, les fruits qu'il y a à manger, etc. Tout va influencer notre manière de nous comporter. Alors à ce moment-là, en effet, il y a des endroits qui sont propices à faire sortir des gens vaillants. Par exemple, l'Angleterre, un peuple vaillant. Les Anglais sont un peuple vaillant. Bien sûr, ils n'ont jamais été envahis. Bah, logique, c'est une île. C'est une île. Donc ils ont tout le temps été sur quoi? Sur l'île. Sur la défense. À l'ouest. Ils se sont fait bombarder pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il leur dit le président? Churchill. Hein? Qu'est-ce qu'il leur dit? On va souffrir, mais on va pas se laisser faire. Tu prends par exemple les Français. Hein? On va souffrir. À quelques kilomètres à côté, pas très loin, hein? Tu travailles le tunnel de la Manche. Hein? Et tu as un peuple complètement différent. Complètement différent. C'est pas on va dire que c'est pas un peuple vaillant. Bah, je pense que Hein? Pas un peuple très vaillant. Hein? la résistance, elle a été le plus forte. Ah, la résistance. Elle a été le plus forte. Arrête avec ta résistance. Ouais. Bah, c'est qui a fait la résistance? C'est les Américains. Bon. Ils sont arrivés à la Ils ont frontière. ils ont laissé les résistances arriver pour dire bonjour, on a fait quelque chose, mais c'est pas. Donc, ils ont rien fait. La France a collaboré. Qu'est-ce que tu veux? La France a collaboré. La France, mais ça met le gouvernement parce que le gouvernement. La France a collaboré. Je te parle du peuple. Le peuple français, et le peuple a, de façon générale, de façon générale, d'accord? La France, c'est, Par rapport à la guerre, par rapport aux Juifs, ça, ils étaient collaborés, mais par rapport à la guerre en elle-même, quoi, ça. par rapport à la guerre, ils ont fait la collab, ils se sont laissés envahir. Bon, ça change rien, ça change rien. Oublie la France. La France sont des très grands courageux. Ça change rien maintenant. C'était rien que pour montrer que il y a différence de comportement entre les peuples. Au jour d'aujourd'hui, d'accord? Voilà, au jour d'aujourd'hui. Tu vois, l'Iran, voilà, le comportement de la France par rapport à l'Iran, le comportement de l'Angleterre par rapport à l'Iran, le complément d'Israël par rapport à l'Iran, le complément des Américains par rapport à l'Iran. C'est le même? Non. C'est pas le même, hein? Il y en a qui ont peur pour le pétrole, il y en a qui ont peur pour la vie. Et c'est pas la même manière de voir il y en a qui sont prêts à se battre, il y en a qui, surtout, on se bat pas. D'accord? Ça dépend de quoi? Le climat, l'ambiance, l'histoire, mille et une choses. Et donc le Midrash nous dit, il y a des sources qui font grandir des gens vaillants, et il y a des sources qui font grandir des gens peureux. Bon.
Il y a des sources qui font grandir des gens pudiques, et il y a des sources qui font grandir des gens débauchés. Tu te balades dans le métro à Paris, d'accord? Tu as des femmes nues sur tous les posters. C'est évidemment que ça influence l'ambiance générale. Tu peux pas lever les yeux. Ou bien, tu lèves les yeux et tu es mal influencé. Je sais pas comment c'est maintenant, mais moi je me rappelle, il y a de ça 25 ans, c'était comme ça. Tu pouvais pas marcher dans le métro. Elles sont encore plus nues. Hein? Ça s'est pas amélioré. Bon, ça s'est pas amélioré. D'accord? C'est un pays où tu peux mettre une femme nue, ça dérange personne. Et un poster de 3 mètres sur 4 mètres, ça dérange personne. Pourquoi ça dérange personne? Ah, mais c'est la femme. Hein? C'est quelque chose, bon maintenant, donc c'est une partie des mœurs. Et t'as des pays que même projeter un film où une femme va enlever ses chaussettes, c'est intolérable. C'est honteux. Il y a pas longtemps, il y a en Turquie, ils avaient fait un film, d'accord, un bisou, je crois, ils ont dit que c'est trop. C'est intolérable, c'est une honte pour le pays turc. Hein, ça heurte la sensibilité des, hein, d'accord? Alors, bon, évidemment, ça dépend des pays, hein? Ça dépend des pays. Bon. Alors, Shittim, a priori, c'est quoi? Shittim, c'est un endroit dangereux. Pourquoi Shittim est un endroit dangereux? Moi j'ai une question. Oui. Si l'eau de Shittim va les a influencés. Alors, ils sont quoi? Ils sont responsables. Non, alors ça veut dire que eux, ils étaient trop bons. Alors, Si c'était des mauvais. on va comprendre ce qui s'est passé. C'est quoi cet endroit de Shittim? Alors, vous avez vu l'arbre de Shittim? Comment il a l'air? Qu'est-ce qu'il vous donne comme hein? Le calme, hein? L'ombre, le Club Med. Maintenant, j'ai expliqué pourquoi il dit le Club Med de Club Med. Il aime le Club Med, je vais expliquer de quoi il s'agit. C'est quoi le mot Shittim en hébreu? Shittim, c'est le mot Shita. Mais le Shoresh, la racine du mot Shittim, c'est quel autre mot? Pas shit, shoot. Shoot. D'accord? C'est quoi shoot? Shoot. Question-réponse. Non, c'est avec un taf. Shoot, question-réponse. Là, on parle de shoot avec un tête. Shoot avec un tête. C'est quoi la shoot? La shoot bamaï. Ah, Schuttenstein. C'est Craig en tête. C'est un nom de famille. Bon, shoot. Bon, shoot, ça veut dire se balader. Les chotettes, se balader. D'accord? Shoot. Donc, c'est quoi Shittim? Ça vient de quel mot? La balade. La balade. Maintenant, regardez. Le mot, il s'appelle, comment il s'appelle l'endroit? Vayeshev Israël, Bashittim. C'est quoi Bashittim? Alors, c'est quoi le nom de l'endroit? Dans la balade. C'est quoi le nom de l'endroit? Vayeshev Israël, Bashittim. C'est quoi le nom de l'endroit? Shittim. Non. Ah, Hashittim. D'où il sait? Parce qu'en effet, au niveau grammatical, quand tu dis, si le nom de l'endroit c'est Shittim, donc ils se sont assis Be-Shittim, ils se sont installés à Shittim. Mais s'il y a marqué Ba-Shittim, ça veut dire que le nom c'est Ha-Shittim. Et quand je dis ils s'étaient installés là-bas, c'est comme s'il y avait marqué Vayeshev Israël Be-Ha-Shittim. Au lieu de dire Be-Ha-Shittim, comment je dis? Ba-Shittim. D'accord? Donc le nom c'est quoi? Ha-Shittim. Pourquoi le nom c'est Ha-Shittim? La balade. La balade. Il n'y en a pas deux. L'oasis. Pourquoi on appelle l'endroit cet endroit de balade? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait les arbres de... Shittim. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? La débauche. Il y avait aussi quoi? Il y avait les filles de Shittim. Il y avait quoi aussi? Et la source. Vous avez vu ou pas? Allez, prends Tu viens du désert. Pendant 40 ans, les Bnei Israël, ils sont dans le désert. Torride, la chaleur, pas une goutte d'eau, pas un arbre, pas une ombre. Ils arrivent, et il y a marqué, tu vois, un grand écriteau comme ça. Un grand écriteau. Ah, Shittim. Club Med. Et qu'est-ce que tu vois à l'entrée comme ça, avec plein de décorations? C'est quoi les décorations? Les arbres de cocotiers. Les palmiers. Le palmier et le cocotier de l'époque, c'est quoi? le Shittim. C'est le Shittim. T'as plein de Shittim comme ça, avec, comme ça s'appelle, une belle source d'eau, et des nanas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là, Ah, ouais, ça. là, on boit. Aïe, aïe, aïe. Après, on- Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on dit. Que va faire l'enfant et ne pas fauter? Tu le mets tout seul devant Internet sans qu'il y ait
sans qu'il y ait une protection. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va faire des bêtises, hein. Qu'est-ce que tu veux? Il va faire des bêtises. Il faut le... Par exemple, Israël, ils arrivent là-bas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on va faire un petit tour de balade, hein. Il y a marqué que là-bas, il y a de l'ombre là-bas, et il y a de l'eau. Et ils se baladent, et qui c'est qui vient à leur rencontre? Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire comme Avodah Zarah? C'est quoi Baal Peor? Vous savez c'est quoi Baal Peor? C'est faire ses excréments sur la statue. Il y a une statue, et tu fais les excréments dessus. C'est quoi comme type de Avodah Zarah, ça? C'est bizarre, hein? C'est bizarre comme Avodah Zarah. C'est quoi cet Avodah Zarah, là? Ah, c'est pas tout ce qui est profité et après on digère et après On digère, ouais. L'eau, ça fait. là, après, genre, on va aux toilettes pour. Enfin, c'est excellent. Donc c'est D'accord. Tu profites et après tu. Chacun se perd tous ensemble. Quoi, c'est ça. Hein? Ouais. Eh ben, écoute, j'aurais dit de façon un peu différente. Tu comprends? Il y a des expressions grossières en français qui disent je tends. Hein? C'est quoi cette expression? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je te recouvre de. Ouais, ça veut dire quoi en fait? Hein? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression? C'est exactement ça Baal Peor, hein? C'est ça Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? Je te fais mes excréments dessus. C'est quoi ça? C'est ça Baal Peor. Vous comprenez? C'est Baal Peor. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi l'idée? L'ignorance. Je m'en fous de tout. Mon vieux ici, t'es tranquille. Personne te dira quoi faire. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tes excréments sur le monde entier. Vous comprenez l'ambiance? C'est l'ambiance quoi? Vacances, mais pas vacances, vacances. C'est l'ambiance vacances, mais allez, défoule-toi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, il n'y a pas de limite, rien. Tu fais ce que tu veux. Ils sont tous à la chute. Non, pas tous, une partie. D'accord? Mais c'était très grave. Quoi, c'est dans le désert? C'était très grave, c'était dans le désert. On est d'accord? Donc tout ça, ça s'est passé où? Ah, bah si, bon, attends, les enfants d'Israël, c'était responsable ou pas? Non. Bien sûr que c'est responsable. Bien sûr, Ils n'auraient pas dû se balader. Mais, on va dire qu'il y a circonstances atténuantes. Dans un endroit pareil, de ne pas voter, c'était, on va dire, c'était difficile. Pendant 40 ans, ils sont contenus, ils sont bien comportés. Bon, ils sont arrivés comme ça, vraiment, on va dire c'était un choc, on va dire, c'était un choc culturel, et ils n'ont pas compris leur douleur. Bon. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit en Bretagne? On voit ce que c'est les vacances. Alors, c'est quoi le désert? Les vacances, c'est quoi? C'est quoi les vacances? Les vacances, c'est quoi le danger des vacances? Je me repose, c'est bon. Voilà, tranquille, il faut se dorer un petit peu, hein, voilà, hop là, 12 heures sur le côté droit, et encore 12 heures sur le côté gauche. Il faut faire au soleil, hein, faut bronzer des deux côtés. Donc, bon, tranquille, je me lève à l'heure que je veux. Je dors jusqu'à que j'en ai marre de dormir. Ah, ça va, c'est plus. Hein? Et on se défoule. Bon, écoute, c'est les vacances. C'est les vacances. En vacances, on fait Qu'on veut. ce qu'on veut. Bon, et qu'est-ce qui se passe quand tu te comportes comme ça? Hein, qu'est-ce qui se passe? On arrive très vite où? Ah bah là, on arrive là. Bah, à Chittim, hein. On arrive très vite à Chittim. On arrive très vite à Chittim, mais c'est très, 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 très dangereux. Très dangereux. Les vacances, c'est quelque chose de tout à fait nocif, de dangereux, de malsain. Vous savez à quel point que c'est malsain? Quand Napoléon il a commencé à conquérir l'Europe, vous savez où c'est qu'il s'est arrêté? Austerlitz, oui. Et c'est où? Waterloo plutôt, oui. Où c'est qu'il s'est arrêté? Où c'est qu'il a perdu la guerre? Mais où? Dans quel pays? En Russie. En Russie. Hein? Pourquoi il a perdu en Russie? Le froid. Parce que le général C'était les chevaux. Le général Hiver, c'est lui qui a vaincu l'armée de Napoléon. Ils ont avancé, les Russes, ils ont fait la politique de la terre brûlée. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les Russes? Les Français, ils arrivaient, les Russes, ils reculaient, mais ils brûlaient tout. Donc il n'y avait pas de vivres. Donc Napoléon, ils avançaient, ils croyaient qu'ils allaient manger, ils arrivaient dans le village, et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Ils sont morts de faim et de froid. Bon. Vous savez qu'avec l'armée russe, il y avait quelqu'un, un rabbin. Un rabbin qui s'appelait, Ah, c'est Balchetan, non? hein, le rabbin qui s'appelait le Admour Azaken. Le Admour Azaken, non, c'est pas le Baal Shem Tov. Le Admour Azaken de Chabad, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un d'autre. D'accord? C'est de la même famille. C'est la même famille. D'accord? C'est de la chassidoute, mais c'est pas la même chose. Alors- Il a aussi rencontré Napoléon, non? Non, l'Admour Azaken. Ah, l'Admour Azaken. L'Admour Azaken. Alors, le Admour Azaken, il a prié pour la réussite de l'armée russe. Et pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en France, qu'est-ce qui s'est passé avec l'émancipation? L'émancipation égale assimilation. Alors que dit quoi? Donc cette assimilation, ces vacances-là, cette liberté pour les Juifs, qu'est-ce qu'elle leur a fait? Que des problèmes. Je préfère qu'on soit sous la botte du tsar, donc d'accord, mais que nous gardons notre identité juive. Vous voyez comment il a vu le Admour Azaken les vacances? Catastrophe. Scénario catastrophe. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de revenir sur notre question. Quelle était notre question à nous d'origine? Pourquoi le bois du Haron, il est en Hatzé? Rendez compte? Le Haron, il est fait en bois de quoi? Bois de cocotier? Le bois des vacances? Le Haron? Pourquoi le Haron, il est fait en bois de cocotier? Il est entouré d'or. Il est entouré d'or, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi en bois de cocotier? Et on a dit, le Haron, il est en bois. C'est rien que du plaqué or. Mais pourquoi en bois de cocotier? Et quel rapport avec les cocotiers de Shittim? Pour te dire On va prendre des vacances. dans la forêt, Oh! Pour nous dire la chose suivante. On aurait pu croire que véritablement la vision de la liberté, sur la vision de la Torah sur la liberté, c'est quoi? C'est une vision, qui n'est pas on va dire, négative. Hein? Une vision négative. Que la Torah, elle voit la notion de liberté comme quelque chose de négatif. Mais si c'est comme ça, on n'aurait pas fait le Haron en quel bois? le Shittim. En bois de cocotier, hein, en bois de Shittim. La Torah, elle le fait, le Haron, il est fait en bois de Shittim. C'est pour nous dire que quoi? Que le kiff, Que le kiff, la liberté, faut l'entourer d'or. c'est bien, c'est très bien. On n'est pas contre. On n'est pas contre. On n'est pas contre. C'est quelque chose en soi-même de positif. La question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec? Et la véritable question, c'est pas seulement qu'est-ce que tu fais avec. La véritable question, c'est est-ce que tu vas bien t'en servir et bien t'entourer? Comme vous l'avez dit de façon tout à fait pertinente, hein, le bois lui-même, il se trouve où? Entre deux couches d'or. Entre deux couches d'or. C'est quoi l'or? Quelle est la particularité de l'or? C'est solide. C'est pas forcément le matériau le plus solide. C'est pas forcément le matériau le plus rare. C'est bien, c'est aussi, c'est beau et encore. Pourquoi l'or il est apprécié? Parce qu'il n'est pas dévaluable. Il n'est pas dévaluable. Pourquoi il n'est pas dévaluable? Il est inaltérable dans le principe. Le potentiel oxydoréductif de l'or, il est très très élevé. Alors on est perdu. Il est très très élevé. Et donc, il n'y a pas de réaction chimique entre l'or et... Pourquoi on fait des dents en or? Pourquoi tu fais pas... Si tu fais une dent en métal, tu vas avoir une pile dans la bouche. Avec la salive, d'accord? La salive, elle va te faire une pile dans la bouche au niveau chimique. Tu mets de l'or, potentiel oxydoréductif très élevé, pas de réaction chimique. Tu as compris? Là, on est perdu. Hein? On t'a perdu. Bon. Alors, dans tous les cas, l'or est inaltérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'or? Donc, c'est quoi l'or en fait? C'est, on va dire, la misguérette. Le cadre. Tu peux être libre. C'est très important la liberté. Et c'est magnifique la liberté. Mais quoi? Dans un cadre. Dans un cadre d'or. À savoir dans un cadre inaltérable. La Gemara, elle nous dit, El lecha ben chori, ela mishosek Torah. Il n'y a pas de libre comme celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Au contraire, si je dois étudier et qu'il faut comporter comme fait passif, fais pas ça, patati patata, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est les vacances. On fait ce qu'on veut. Comment la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de liberté comme celui qui étudie la Torah? C'est pas vrai. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait?
On a des fois l'impression que la liberté, c'est fais ce que je veux. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le bonhomme là qui est attiré par les filles, et l'eau, et les cocotiers, etc. Il fait ce qu'il veut? Non. Il fait pas ce qu'il veut. Il est tout simplement, il devient maintenant l'esclave, l'esclave de ses pulsions. Ah, voilà. De ses pulsions. Il est attiré comme un animal. Donc en fait, c'est pas un homme libre, c'est une bête libre. Et encore, il est devenu bête. C'est plus un homme. On parle d'un homme libre. Ça veut dire que l'homme qui, on va dire, libre, c'est quoi la liberté? C'est quoi la définition du mot liberté? A priori, c'est quoi? Faire ce que je veux. Faire ce que je veux. Oui. Mais faire ce que je veux quoi? Dans les cadres de Sans aucune contrainte. Ça veut dire quoi sans aucune contrainte? Sans aucune contrainte, en fait, extérieure. Maintenant, la nana qui vient et qui séduit, c'est quoi? C'est une contrainte extérieure. La séduction, c'est une contrainte. Donc, en fait, la véritable liberté, elle est très 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 rare. Parce que où c'est qu'on se trouve dans notre vie? On va être, on va dire, conditionné par nos familles, par nos amis, par notre climat, par notre situation sociale. On est conditionné par mille et une choses qui, en fait, ils nous prennent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous prennent? Ils nous prennent notre liberté. On n'est pas libre de penser comme on veut. Tu habites dans un pays, tu es conditionné par sa manière de réfléchir. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous tous, on a une manière de réfléchir à la française. Ça se reconnaît. D'accord? Ça se reconnaît. On est conditionné par l'endroit, par le milieu où on a vécu. Là, on voit que les yeshiva, c'est que sur le plus craintif au vaccin, c'est sur ceux qui ont des parents français ou des choses comme ça. Par exemple, tu vois que là, on est conditionné par notre milieu, par notre éducation. Alors, c'est comment on arrive à la liberté? Finalement, la liberté, c'est quelque chose d'utopique. C'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas arriver à la liberté. Parce que vivre sans contrainte, c'est pas possible. À partir du moment où je suis né dans une famille, je vis avec des contraintes. Quand j'étais petit, on m'a mis le tzitzit. Voilà, c'est une contrainte. On m'a pas mis le tzitzit. C'est aussi une contrainte. Tout est contrainte. Tout est conditionné. Alors comment on va être libre? Le seul moyen d'être véritable libre, d'accord, c'est de savoir quelle est mon essence personnelle à moi. Qui c'est qui peut me dire quelle est mon essence personnelle à moi? Avec la Torah. Donc la véritable liberté ne va être acquise que par la Torah. Parce que grâce à la Torah, je vais être capable de savoir quelle est mon essence à moi, naturelle. Et c'est comme ça que je vais arriver à la véritable liberté. Donc la liberté, c'est positif ou c'est pas positif? C'est extraordinaire. On veut la liberté. Mais on veut la liberté encadrée. C'est quoi encadré? Ça veut dire que tu vas être libre. Pas de problème. Mais fais attention qu'il y a un cadre qui va te garder, en fait, de pas quoi? De pas finalement te laisser, on va dire, c'est pas avec la débauche. Qui va pas te contraindre. Quelque chose qui va te garder, finalement, de toi-même. Qui va te garder de tes pulsions. Qui va te garder de l'environnement extérieur qui n'est pas forcément, qui n'est pas avec le tien, qui n'est pas forcément en coïncidence avec ton fort intérieur. Donc c'est ça en fait l'idée de Aaron, Vasita Aaron Aseshitim. L'arche de l'alliance, c'est en fait l'arche de la liberté. Mais la liberté encadrée. La liberté, on va dire protégée. La liberté, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Par exemple, quand je mets à mon enfant, je lui donne un téléphone. Mais que je lui mets une protection pour pas qu'il tombe sur n'importe quel site. Est-ce que je l'ai contraint ou bien est-ce que je l'ai laissé libre? Je l'ai contraint ou je l'ai laissé libre? Si on parle franchement, vous l'avez contraint pour le laisser libre. Alors, a priori, je l'ai contraint. Extérieurement, ça a l'air d'être une contrainte. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que s'il tombe sur des mauvaises choses, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Il va devenir addict. Et donc quoi, en fait? Il va perdre quoi? Il va perdre sa liberté. Donc la contrainte est en fait, à ce niveau-là, la contrainte, c'est donner la liberté. Je veux que mon enfant réfléchisse toujours avec une tête saine, avec une tête propre,
avec de manière sans, pas avec des pulsions. Donc, quand je le garde, qu'est-ce que je fais en fait? Je lui protège sa liberté. Je lui garde sa liberté. Je ne permets pas qu'on lui vole sa liberté. C'est exactement ça la Torah, d'accord? C'est Internet Rimon. Je sais pas comment dire en français. Internet Rimon. Bon, l'Internet... Grenade. Grenade. C'est l'Internet filtré. D'accord? Le filtre sur l'Internet, c'est pas une contrainte. C'est la protection de la liberté de réflexion de mon enfant. Je le protège. D'accord? Et c'est exactement ça l'idée du Aaron Abrit, qui est en bois de liberté, mais dans quoi? Dans la protection de l'or qui va le garder. Tout ça pourquoi? Pour ne pas arriver où? Au shitim au bois de la débauche. Donc c'est un grand message évidemment pour Ben Azmanim, pour les vacances. On va aller en vacances. On va se reposer. On va kiffer Bezrat Hashem. Mais on va pas oublier que quoi? Quel est le cadre? Moi j'ai une question. On a besoin d'avoir un cadre. On se lève le matin à l'heure. On fait la tfila à l'heure. On va dormir à l'heure. On va pas dormir à 4h du matin pour se lever à midi. Non. On va dormir à 11h30 maximum. Et on se lève le matin à 6h. Ou à 7h. D'accord? Et on commence la journée par 1h30, 2h d'études. Et après, il n'y a pas de problème qu'on aille se balader, qu'on aille voir la famille, les copains, etc. Mais on garde toujours le cadre qui est destiné à quoi? À nous rendre libres. À nous rendre libres. À nous garder notre liberté. Que nous ne soyons pas finalement enclins à perdre notre tsenel mokim, notre visage divin. Moi j'ai une question. Une question. Vous avez dit au début, tout début, le Midrash, il dit quoi? Il dit qu'il y avait des eaux amères et le bois il était amer. Le bois de Chittim, c'est lui qui va répondre. En effet, parce que le bois de Chittim, c'est quoi? La Torah, c'est elle qui nous permet de quoi? Ok. De nous libérer de toutes les pulsions. Ok, alors pourquoi quand on dit après que l'eau, elle était un goût de débauche, c'est qui a bu cette eau? C'est en Israël, c'est-à-dire que comme eux ils étaient bons, alors ça les a rendus débauchés. Non, mais quelqu'un de mauvais. c'est pas que boit la l'eau, débauche, encore une fois, c'est pas qu'ils ont bu l'eau et que l'eau les a rendus débauchés. Ouais, ok. C'est en fait l'ambiance, le cadre. C'est ça ce qui les a entraînés à perdre leur identité. Alors, Bezrat Hashem, voilà, à l'occasion des vacances, je vous souhaite, Bezrat Hashem, d'être comme le Aaron Hatzeshitim. De la liberté, mais dans le cadre protégé de la Torah. Amen et Amen.